c'est l'émission à Racaille, bien entendu, où on vous cause tout de suite de Germain Delatouche, un graveur, mais alors un graveur, je dis pas. Et on a donc des bouquins d'éditions plein champ, dont un sur Germain Delatouche. Ouais, un très beau livre. Un très beau livre, il y a ses gravures, ses dessins, ses peintures, et son histoire, voilà, en gros. Et donc, dans ce que vous allez entendre maintenant, c'est un peu de tout ça qu'on cause dans le poste. Il y a un an, on parcourait le ciné mensuel et il y avait un petit article de ciné, justement, dans la rubrique littérature, qui parlait de Lucien Bourgeois et qui prenait des extraits d'un livre de Lucien Bourgeois qui s'appelait L'Ascension, en fait, où il y a eu 2 livres. Il y avait L'Ascension et il y a eu un autre petit recueil de nouvelles qui venait d'être republié aux éditions Plein Champ. Et on se dit, dont un, j'ai pas pu le finir tellement c'était terrible. Ouais, les histoires prolétariennes, effectivement. Ouais. Et donc on s'est dit, ça, nous, la littérature prolétarienne, ça nous intéresse, on connaît pas. Donc je suis allée dans ma librairie, j'ai commandé les 2 livres et on a trouvé ça quand même passionnant. Et sur la couverture d'un des livres, il y avait une gravure. Alors comme je suis un petit peu curieux, je regarde et je vois la gravure était une gravure de Germain Delatouche. Et effectivement, en regardant la bio de Germain Delatouche, on s'est dit, voilà, c'est génial, ce type, effectivement, peint de graveur, correspond à tout ce qu'on aime. Donc, on avait, à cette occasion, il y a un an, donc, parlé de Lucien Bourgeois et de Germain Delatouche. Et puis, là, les éditions Plein Champ viennent de publier un livre qui est complètement consacré à Germain Delatouche, et nous ont proposé donc de nous l'envoyer pour qu'on en parle un peu, et on est tombé sur un ouvrage vraiment magnifique, quoi. Donc cet ouvrage, il y a pas mal de documents graphiques, et il y a aussi des textes où les gens qui ont côtoyé Germain Delatouche en parlent, quoi. Donc moi j'ai choisi le premier paragraphe, en fait, du premier texte, qui est donc Lucien Bourgeois qui raconte Germain Delatouche. Peintre de Paris, peintre de la Mouise, des rues sans joie de la butte aux cailles, je revoyais après des années de séparation sa mince silhouette de gindre claudiquant. Cet artiste a fait 1000 métiers pour pouvoir gagner sa vie, et je pensais à tout cela en montant l'escalier très raide qui mène à son atelier. Un atelier d'artisan plutôt que d'artiste, sur une cour encombrée d'un matériel de maçon. Chez lui, sur la table, au milieu des brosses et des pinceaux, une soupière en faïence bleue sert de pot à tabac. Fumeur enragé, Delatouche a toujours sa pipe à long tuyau, ou la cigarette collée à la lippe que fait sa lèvre inférieure. Cette lippe à la fois douloureuse et amère, sans méchanceté, donne au visage émacié avec le regard aigu la mesure du tempérament de l'homme. Ténacité, persévérance, mépris du facile et du conventionnel. Il peint ce qu'il voit avec une acerbe vérité. Je l'ai vu travailler dehors par des temps de gel et nous venir à la maison transi et violacé, l'estomac souvent vide, mais il avait couvert sa toile. Sa peinture résolument objective ne recherchera pas l'effet. La couleur, souvent neutre et monotone, ne saurait distraire par des jeux de lumière et d'ombre notre pensée d'un ensemble qui s'impose à force de conscience et d'exactitude. Par l'absence de procédés picturaux, chers aux jeunes écoles, elle est aujourd'hui révolutionnaire, et par son respect de la matière, elle est traditionnaliste. Ce révolutionnaire, matiné d'anarchiste, revient par amour du métier à l'esprit des vieux maîtres d'autrefois. Delatouche a quelque chose du chien hirsute et maigre des maisons d'habitation qu'il a choisi pour modèle pour ses tableaux. Il est fidèle. Il reste l'ouvrier consciencieux qu'il était quand il travaillait à la restauration de la cathédrale de Chartres. Oui, dans ce livre, il y a évidemment des reproductions de ses peintures, de ses estampes, etc. Et on doit quand même, d'une certaine manière, rendre hommage à cette petite maison d'édition provinciale qui fait un travail remarquable. C'est un livre typographié spécialement pour cette édition, sur un papier verger magnifique. C'est un brochet, mais un brochet avec vraiment de livre, un bel objet qu'on aime bien toucher, qu'on aime bien lisible en plus. C'est pas du 8, c'est un caractère lisible, comme le savaient les
savait utiliser les typographes d'avant, voilà, d'avant ceux d'aujourd'hui, qui apparemment ont des yeux que la plupart des gens n'ont pas, parce que on est presque obligé de lire avec des loupes. Pas mal d'ouvrages maintenant, alors qu'ils utilisent même du Corp 4 ou 5, je sais pas ce qu'ils font, pour des notes, etc., etc. Ils les utilisent que là, c'est un bel ouvrage, un beau livre qu'on touche avec plaisir, qu'on respire avec plaisir et qu'on lit avec plaisir. Merci les éditions Plein Champ. Ouais. Alors je peux préciser que les éditions Plein Champ, elles ont été créées en fait dans les années 70 à Paris, et puis après elles se sont installées en Charente quelques mois plus tard, et elles ont développé justement cette double activité d'être imprimerie au service des petits éditeurs et libraires, et puis ensuite est venue l'activité d'édition qui est consacrée presque uniquement en fait au rappel d'œuvres oubliées et dédaignées, que ce soit du XVIe siècle à nos jours, et que le site ils ont environ 300 livres qui sont publiés sur une quarantaine d'années, donc il y a un temps qui est pris justement pour avoir un travail de qualité, quoi. Alors leur premier choix était de publier des poètes, c'est pour ça qu'ils s'appellent Édition Plein Champ, et puis après ils ont été vers des oubliés, des méconnus de la littérature, soit l'histoire littéraire d'hier ou d'aujourd'hui, et qui a des domaines d'expression très divers, donc qui vont aussi de la littérature ouvrière à l'Oulipo, et puis ils passent par les facéties de l'Ancien Régime, ou la bohème du Second Empire, ou la période symboliste. Ils font des portraits d'excentriques, ils parlent beaucoup de gravure, et en fait ils restent fidèles dans leur travail à l'impression offset, quoi. Tout à fait, ouais. Même je pense de la typo, non? Parce que là, j'ai l'impression que cet ouvrage est typographié. Enfin bon, ils sont en tout cas dans la belle édition, pas l'édition de luxe. C'est pas une édition de bibliophile, mais d'amoureux de livres quand même qui ont des moyens modestes, mais qui peuvent se les offrir. Bon, ça coûte 20 €, mais à mon avis, ça le vaut. Ah ouais, moi je trouve que c'est pas excessif par rapport à l'ouvrage qu'on a entre les mains, quoi. Non, tout à fait. Et puis vous verrez les reproductions d'estampes, et les reproductions de peinture. Il y a il y a une quarantaine d'images en couleur aussi. Il faut quand même, pour les peintures et de la touche, vous verrez, c'est assez intéressant, et ça colle bien, si vous voulez, au texte qui évoque le travail de Delatouche, comme celui dont vient vous parler Piquet-Court. Ouais, parce qu'effectivement, le livre serait pas suffisant si Germain Delatouche n'était pas à cette hauteur-là, quoi. Oui. C'est ça qui nous a complètement séduit. Oui, bien sûr, oui. Mon masque, on a vanté les charmes, on a chanté tous les plaisirs. Rue Saint-Vincent, nous baisse des larmes, on rit dans la rue des Martyrs. Moi, je connais dans le 13e un coin dont on parle moins souvent, mais ce petit coin-là, je l'aime et je le trouve très émouvant. C'est la butte aux cailles, avec ses vieilles rues, avec sa marmaille qui fait tant de chahut. Quand vient le moment des vacances, on veut s'en aller. Pourtant au retour, quelle chance de se retrouver à la butte aux cailles, où y a pas de palais, y a des vieilles murailles, mais moi je m'y plais. Il n'y a pas de boîte où l'on danse, il n'y a pas de cabaret, d'endroit où l'on fait des dépenses quand le portefeuille est bien bourré. C'est un petit coin dans la ville où le soir, après son boulot, on va dans un bistrot tranquille s'y retrouver pour l'apéro. C'est la butte aux cailles avec ses vieilles rues, avec sa marmaille qui fait tant de chahut. Quand parfois les cœurs sont moins sages dans ce grand Paris, on repense à notre village et cela suffit. À la butte aux cailles où y a pas de palais, y a des vieilles murailles, mais moi je m'y plais. Dans la rue, y a des bandes de mioches
on dirait les gosses à Poulbeau. Ils jouent à user leurs galoches tout en glissant le long des ruisseaux. Des vieux sur le seuil de leur porte les regardent d'un œil attendri. Une maman d'une voix forte crie: rentre vite, dis, t'as compris. C'est la butte aux cailles avec ses vieilles rues, avec sa marmaille qui fait tant de chahut. Je ne vous en dis pas davantage, unissons nos cœurs et fidèles à notre village, chantons tous en chœur. À la butte aux cailles où y a pas de palais, y a des vieilles murailles, mais moi je m'y plais. La butte aux cailles par Dominique Jeannès, et puis voilà quoi, c'est le quartier de La Touche qui a passé tout son temps dans le 13e arrondissement. Oui, un peu le quartier de notre camarade Thierry Nouzette aussi, qui nous a traîné là-bas. Voilà, oui, il y a les petits bistrots encore maintenant. Enfin, il faut pas y aller évidemment le soir quand tous les bobos vont boire leur... Comment t'appelles ça, ce qu'ils boivent les bobos là? Les mojitos. Les mojitos, hein, mais le matin, l'été, voilà, la fraîche là, vous allez vous cloquer une petite bière, une petite mousse là, ouais, à la terrasse d'un petit bistrot, sympa. Ouais, puis c'était le quartier de mon papa qui a passé toute son enfance là-bas. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, c'est formidable. Bon, eh ben écoutez, on est dans le paysage là, on est content. Hein. Bon, tout de suite après cette chanson, on a découvert cette chanteuse. C'est vraiment c'est Dominique Pigécou qui l'a dégotée. Je sais pas comment. Elle a des techniques pour trouver des chansons inédite qui est assez oui, performe. Hein. Ouais, écoute, c'est sur un CD ou un vinyle même, parce que je pense qu'au début il y a des craquements, ça doit être un vinyle qui s'appelle Les Grandes Dames de la chanson. Voilà, c'est ça. Ouais, alors celle-là, c'est une grande dame inconnue, pour nous en tout cas. On va parler maintenant, je pense, on va continuer avec la biographie de... Alors là, il y a un travail, bon, bref, de la biographie évidemment de notre artiste de La Touche. Ouais, on aime bien parler, raconter la vie un peu avant de raconter l'œuvre. Ouais. Alors, Germain de La Touche, il est né en 1898. Hein, il est né à Châtillon en Dunois, c'est dans l'Eure-et-Loire. Donc il est bosseron, quoi. Il était peintre, donc graveur sur bois, et il a été lié au mouvement libertaire, donc tout ça nous plaît beaucoup. Donc lui, il est fils de jardinier, et il commence à dessiner très jeune, vers 7-8 ans. En fait, il va reproduire des dessins d'illustrés. Il a eu un accident, il va rester 3 ans allongé parce qu'il a un accident à la jambe. Donc il est immobilisé, et pour garder sa jambe raide et éviter d'être tenté de gesticuler et de retarder la guérison, en fait son père fait des heures sup et va lui procurer des petits illustrés qui vont l'occuper. Après, quand il quitte l'école primaire, il a 13 ans. Son père souhaite en faire un cordonnier, mais lui, de La Touche, en fait, il veut déjà devenir peintre. Et il va tellement insister qu'il est mis à l'apprentissage dans l'atelier de Lorrain et à Chartres. Et là, pendant 4 ans, il s'initie au métier de peintre verrier. En 1915, suite à la guerre, donc l'atelier ferme ses portes. De La Touche doit vivre, donc là, il va s'astreindre à des tâches diverses et variées. Donc il sera d'abord peintre en bâtiment en septembre 2015, il va être aussi vendeur aux Nouvelles Galeries au Mans, il va être premier commis à la Ville des Ternes à Paris, parce qu'il est monté à Paris entre-temps en 1917. Il va aussi être comique excentrique, peintre de cartes postales, décorateur sur verre à l'atelier Quenneville. Il va être trieur de courrier, postier ambulant à la gare de Lyon, peintre en voiture, déchargeur de wagons à la gare de Vaugirard, débardeur au hall, garçon maçon, manœuvre chez un charpentier, garçon limonadier. Bon, voilà, donc la vie matérielle étant ainsi plus ou moins bien assurée, Germain de La Touche peut continuer à étudier donc le dessin et la peinture. Alors il est membre des jeunesses syndicalistes du 15e arrondissement.
Et pendant la guerre, il était allé avec quelques compagnons au café-concert, et ça c'est une anecdote, au café-concert Excelsior, qui était près de la place d'Italie, parce qu'il voulait assister à un concert de Montéus. Et il réclamait en fait à Montéus des chansons antimilitaristes, mais Montéus n'était plus du tout là-dedans. Donc lui, il voulait entendre les soldats du 17e, la grève des mères, et en fait, ça s'est mal terminé, enfin ça s'est terminé au poste de police, parce que même s'il n'en voulait pas personnellement à Montéus, il ne supportait pas que Montéus soit sur scène avec des habillés en bleu horizon, un bandeau sanguinolent autour de la tête et qui parlait effectivement des conneries patriotiques de l'époque, quoi. Ça, c'était insupportable pour Delatouche, quoi. Alors en mai 1919, il organise au café La Comète, c'est rue de Vaugirard. C'est la première exposition collective qui est faite depuis la guerre et qu'il intitule Résurrection du quartier latin. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, il va lancer quelque chose qui perdure actuellement, c'est le fait d'aller exposer dans des bistrots. C'est lui qui a lancé ça. Après, donc, il va aussi, cette même année, 1919, exposer au Salon des Jeunes. Et en 1920, il fait son premier envoi au Salon des Indépendants. L'année d'après, il rentre au cabaret Montmartre 3, qui s'appelle La Vache Enragée. C'est le cabinet de Gilles de Paquis, de Roger Tosini et de Maurice Allais. Et là, Germain Delatouche, jeune pâtre de la Vache, remplissait les verres, soutenait les chœurs, ordonnait les simèzes. Il cumulait avec ses fonctions de bistrot celles de metteur en page, de collaborateur et d'accrocheur de toiles d'amis. Et c'est dans ce cabaret, qui devint aussitôt effectivement le siège de la commune libre de Montmartre, qu'il fit montre de ses aptitudes à l'organisation d'expositions et qui va grouper ses premiers fidèles et qu'il fonde son premier groupe, dont l'un des principaux soutiens était ce journal La Vache Enragée. Donc les expositions de ce groupe vont perdurer quelques années jusqu'en 1927. Alors il y aura pas que La Vache Enragée, il y aura également l'Olympia, le Moulin de la Chanson, le Café du Parnasse. Et à cette époque-là, Germain Delatouche était Montmartrois. Il avait l'allure des bohèmes de la belle époque. Il avait les cheveux longs, il avait une lavalière, un chapeau à large bord. Il fumait une pipe avec un long tuyau. Il avait une grande cape et voilà, il balançait le pan droit sur son épaule gauche comme un mousquetaire, quoi. À l'automne 1922. Delatouche se retrouve une fois de plus sans travail, donc là il a une existence limite d'une existence de clochard, jusqu'au moment où il trouve du travail à nouveau comme décorateur sur verre. Là il va faire plusieurs ateliers. En 1924, il entre au comité directeur du groupe Partisan, qui publie la revue du même nom, dont le financement devait être assuré par des cotisations mensuelles des adhérents du groupe. Et c'est à cette date, effectivement, qu'il commence à pratiquer la gravure sur bois, influencé par Jean Lebedef, art dans lequel, comme par sa peinture, écrit Maublanc. Donc Maublanc est aussi une des personnes un de ses mécènes qui a collaboré et qui a fait des textes qu'on peut retrouver dans le bouquin, là. Donc il a fixé le vénérable et sensible visage du vieux Paris, Montparnasse l'inspirait parfois, et Montmartre. Mais c'est donc ce 13e arrondissement qui reproduit le plus souvent. Donc après, il va faire comme de nombreuses expositions particulières. Il organise des manifestations collectives d'artistes. En 1927, il est sociétaire du Salon d'automne et il obtient le grand prix de l'appui aux artistes pour l'ensemble de son œuvre. Pendant la guerre d'Espagne, on peut aussi remarquer que là, avec plusieurs autres artistes sympathisants, on peut citer Clodo, Vlamin, Clus, Louis Moreau. Il a organisé au début de l'été 37 une exposition d'œuvres d'art qui était offerte au profit des orphelins de la colonne libertaire. Donc Delatouche travaillait dans rue Croulebarbe, au 33 de la rue Croulebarbe, donc dans le 13e arrondissement. Son atelier était un petit atelier au fond d'une cour, occupé par un entrepôt de maçonnerie. C'était un endroit calme qu'il avait aménagé lui-même, donc de façon plutôt rustique. Et là, il recevait ses amis, il entreposait ses diverses collections parce qu'il aimait bien accumuler des objets. Il avait des chandeliers en cuivre, des cartes postales, des couvercles de boîtes de camembert. Et c'est là qu'en janvier 41, en fait, il a aussi accueilli 2 prisonniers évadés qu'il ne connaissait pas, mais qui avaient été envoyés par des copains. Et voilà, c'était suffisant pour Delatouche pour avoir confiance et les accueillir. Donc après la guerre, il continue la gravure sur bois, il donne de nombreux dessins à la presse libertaire. Il y a le Libertaire, Défense de l'homme, L'homme et la vie. Enfin, voilà, il travaille aussi à la revue littéraire qui est fondée par Henri Poulaille.
Et son atelier de la rue Croulebarbe, en fait, malheureusement, va être démoli. On a il y a des promoteurs qui ont des projets d'y élever un gratte-ciel. Donc Delatouche est obligé de quitter son 13e arrondissement. Il va s'installer boulevard de Clichy dans le 18e. Mais le quartier lui plaît pas du tout. Il le trouve beaucoup trop bruyant. Donc il va partir. Il va partir en Loire-Atlantique, là il va se marier et puis il va habiter dans une grande maison et effectivement faire tous les métiers d'ouvrier pour retaper sa maison, hein, plombier, maçon, menuisier, voilà. Et sa compagne, elle, continue de travailler comme assistante sociale. Il est malheureusement atteint d'une maladie et quelques années après, il décède en octobre 1966. Alors on peut retrouver plusieurs de ses toiles dans des musées français, hein, on a comme le musée Carnavalet, il est aussi dans des musées étrangers, et voilà. En gros, et il figure, alors nous c'est important pour nous, dans le Métron des anarchistes, hein, qui est ce dictionnaire qui récapitule un peu tous les grands anards. Voilà. Bon, vous pouvez une fois de plus constater dans l'histoire qu'a évoqué Piquet Coup, l'engagement, voilà, qui nécessite, si vous voulez, parce que la peinture ou la gravure sur bois n'étaient pas vraiment des métiers qui permettaient de vivre décemment, accompagner tout ça avec des boulots divers et variés, et puis pas des boulots où on peut se les rouler, hein, c'est des boulots vraiment difficiles, durs. En plus il était handicapé, il claudiquait. Voilà, c'est ce qui m'étonnera toujours et qui aussi d'une certaine manière m'éblouit. Vous avez entendu, m'éblouit, hein, faut le dire. Dans le parcours de ces artistes, voilà, ils sacrifiaient tout, si vous voulez. Leur vie, c'était un immense sacrifice pour pouvoir réaliser leurs rêves, quoi. Voilà, il y a rien de gratuit dans leur, parce qu'ils sortaient pas d'un milieu bourgeois, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il s'est engagé dans une voie particulièrement, terriblement difficile, dure, physiquement, moralement. Les moments où on la saute, les moments où on se pèle, les moments où il y a rien devant, c'est le désert, rien à quoi s'accrocher. Et malgré ça, faire une œuvre pérenne, une œuvre qui compte, une œuvre qui, j'espère, restera un bon moment dans l'histoire de l'art, je dirais presque l'art pauvre, parce que c'est pas un art flamboyant, un art de musée. C'est un art un peu confidentiel qui parle des humbles, Alors il a pas dans ses peintures, il y a aucun personnage, c'est vraiment la rue. Et les personnages sont ces maisons, sont les rues, sont les arbres, voilà, c'est ça. Même dans ces estampes, c'est pareil. Il y a pratiquement pas de personnages. Enfin, il y en a pas en tout cas dans ces rues. Et il y a une similitude, si vous voulez, une ressemblance quand même, un cousinage entre ces peintures et ces estampes là. Voilà, il y a la même souffle, on sent la même passion, et la rendre, si vous voulez, la rue telle qu'elle était, la plupart ont disparu d'ailleurs, voilà, c'est malheureusement, c'est l'impression que si vous voulez, les classes dominantes ne supportent pas les mémoires populaires, les mémoires, les lieux qui peuvent rappeler, si vous voulez, l'habitat populaire. Voilà, il y a eu la même chose dans la petite ville Beaumont où j'habite, là, où il y a un maire gaulliste, la pompidolien, qui a complètement détruit tout ce qui pouvait rappeler, si vous voulez, c'était là, d'ailleurs le quartier où Cavana a vécu, la petite Italie à Nogent, là, qui était un quartier médiéval, qui était très très ancien. Et c'était cassé, etc., pour faire des espèces d'immondices modernes, là, voilà. Les guinguettes rasées, les balles populaires rasées, etc. Enfin bref. Si quelqu'un comme, en tout cas un artiste comme Delatouche, qui a photographié en quelque sorte avec ses pinceaux, avec ses gouges, les quartiers vraiment populaires de Paris et de la banlieue et même de la province, ce serait une mémoire, en tout cas une partie de cette mémoire qui serait perdue. Il y a eu d'autres artistes qui
qui ont travaillé, si vous voulez, à conserver la mémoire des lieux populaires, mais lui c'était uniquement ça qui l'intéressait, voilà. Ouais, je trouve qu'on retrouve en fait la sincérité qu'il y met, c'est sa propre sincérité. Absolument, oui. Mais la sincérité même qu'il met dans sa vie, voilà, parce que bon, des groupes d'artistes révolutionnaires avec sa fréquentation des gens comme Poulaille, comme Traîneau, comme etc. Bourgeois, etc. Ouais. Voilà, il est là-dedans. Et il a jamais renié, si vous voulez. Alors lui, on lui a jamais proposé la Légion d'honneur, hein, c'est curieux. Ça, ouais, Traîneau, c'est ça. Hein, il y a un paragraphe qui lui est consacré dans le bouquin parce que c'est cette personne qui l'a accueilli pendant la guerre. Voilà, c'est ça. Ils sont restés très potes, voilà. Et Traîneau d'ailleurs a écrit un article écrit quelques pages dans cet ouvrage consacré à Delatouche par les éditions Plein Champ, voilà. Traîneau, c'était un des directeurs du Canard enchaîné après Maurice Maréchal, je crois, ou avant, je sais plus. Enfin bref, c'était quelqu'un dont on peut pas mettre en doute, si vous voulez, l'écrit ou ce qu'il relate sur Delatouche, voilà. C'est toujours ces histoires enfin, dans cette émission, on devrait, évidemment, s'il y avait la matière, en tout cas, se consacrer uniquement à des artistes de son acabit, mais malheureusement, il y en a peu, voilà. Il y a plutôt des artistes qui sortent de milieux nantis, qui peignent pour les nantis, ou pour les musées. Il y en a pas beaucoup comme Delatouche. Les gars apportez la dernière bouteille, qui nous reste du vin que je faisions dans le temps. Versé à grand flot, la liqueur vermeille, pour fêter ensemble mes 80 ans. Du vin comme style-là, on n'en voit plus guère. Les vignes d'aujourd'hui donnent que du vin jus. Approchez les gars, remplissez mon verre, j'ai comme dans l'idée que j'en boirai plus. Ah, j'en boirai plus, c'est bien triste à dire, pour un vieux pesant qui a tant vu comme moi. Le vin des vendanges, en un clair sourire, pissé du poursuet comme liot du touet. On aura bien dire, on aura bien faire, faudra plus d'un jour pour remplir nos fûts. De ce sont des lignes qui rougit mon verre, j'ai comme dans l'idée que j'en boirai plus. Pesant chez nous, tout le monde gueule misère. On va à la ville où l'on crève la faim. On vend pour rien le bien de son grand-père, et l'on brûle ses vignes qui ramènent plus de vin. À l'avenir le vin, le vrai jus de la veille, ce sera pour style accord à des écus. Moi qui viens de vider nous dernières bouteilles, j'ai comme dans l'idée que j'en boirai plus. J'ai comme dans l'idée que j'en boirai plus.
La dernière bouteille, c'est interprété par le groupe Le Petit Crème. C'est une chanson de Gaston Coutet et de La Touche. J'aimais particulièrement Gaston Coutet. Oui, parce que c'était tous les deux des bosserons. Alors voilà, c'était des pays, quoi. Bon, oui. Alors, entrer dans l'histoire, si vous voulez, d'un artiste comme de La Touche, c'est non, vous m'arrêtez pas, s'il vous plaît. Enfin, un peu de, soyez sympa. C'est vraiment une aventure. On rentre là-dedans. On rentre dedans avec ce bouquin des éditions Plein Champ, mais on rentre vraiment dans. Il y a eu des. Je me souviens quand j'étais enfant, j'avais vu un film où les acteurs rentraient dans le décor et ils étaient dans le décor du film, quoi. Les spectateurs rentraient dans l'écran et passaient de l'autre côté. Et ben nous, c'est un peu ce qui nous arrive avec ce livre. On vit une aventure, voilà, on vit une aventure en noir et blanc. Pour la plupart des images qu'il y a dans cet ouvrage sont des gravures sur bois debout. Hein, c'est complètement à peu près complètement perdu maintenant parce qu'il y a plus d'artisans qui fabriquent, si vous voulez, le matériel, le bois debout, quoi, qui est souvent taillé dans les bois durs, comme le buis, voilà, et qui on coupe pas les fibres dans le sens du fil, mais au contraire on les coupe. Si vous voulez, on coupe la fibre vraiment. Pensez debout, vous voyez un arbre, hein. Vous voyez un arbre. Bon, et ben quand on le coupe avec une tronçonneuse, eh ben ça devient du bois debout. Mais quand on fait des planches, c'est plus du bois debout, vous voyez, parce qu'on grave pas sur le petit côté de la planche de 3 cm, hein, non. Voilà, puis enfin les planches elles sont faites dans des bois d'œuvre, du sapin, du pin, etc. Oui, il y a encore des parquets de chêne, hein, mais bon. Voilà, le bois debout, c'est la différence avec le bois de fil, si vous voulez, comme maintenant il y a des contreplaqués, on pourrait considérer que c'est du bois de fil, et ça se coupe pas de la même manière que le bois debout. Le bois debout permet de faire des gravures très très fortes. Bon, je passe, je sens que j'ennuie. Alors, et rentrer, si vous voulez, avec de La Touche, l'accompagner à travers ces estampes dans ce livre, c'est quand même, c'est comme si vous vous baladiez exactement derrière la scène, derrière le décor, voilà. On est là dedans, on vit Montmartre, on vit le Kremlin-Bicêtre, on vit voilà toutes le 16e. Ah, il a quand même travaillé dans le 16e, mais la rue Berton dans le 16e arrondissement. Et il y avait encore des taudis dans le 16e arrondissement, cela n'a plus existé maintenant. Voilà. Il a comme ça un vagabondage, si vous voulez, artistique, oui, dans les vieilles rues de Paris, de la banlieue, du Kremlin-Bicêtre, voilà. Il a pratiquement fait tous les arrondissements de Paris, même le 5e, le 5e, le 19e, le 20e, voilà, c'est Saint-Denis, pour en faire on pourrait dire presque des instantanés, hein. Mieux que des photos d'ailleurs, parce qu'il y a le côté unique de l'estampe, voilà. C'est pas clic-clac Kodak, hein, non, il faut quand même, parce que je pense pas qu'ils aient des photos, ils dessinaient dans la rue, ils dessinaient sur le motif, et après ils transcrivaient ça en gravure sur bois, voilà. Alors c'est noir, faut dire que toutes ces maisons, il y a là aussi à Montmartre le Lapin Agile, il y en a aussi des sans titres, on sait pas très bien où elles se trouvent, mais enfin il retranscrit, si vous voulez, la lèpre sur les murs. C'est souvent des murs en plâtre, vous voyez, alors ils sont vraiment abîmés, voilà, il y a des fissures, il y a des bouts de plâtre qui sont tombés, en général c'est assez sale, assez noir avec les gaz, pas les gaz des bagnoles, parce qu'à Paris, dans les quartiers populaires, il y avait beaucoup d'ateliers, de petites usines, etc. Surtout dans l'Est parisien, il y avait beaucoup et ça engendrait de la crasse qui s'incrustait dans le plâtre des maisons, voilà. Et puis les rues étaient pavées, et puis voilà, et puis c'était un peu casse-gueule partout. Faut voir des maisons, on se demande comment elles tiennent debout, puis il y avait des palissades, et puis voilà, et tout ça, c'est un voyage, je trouve, en tout cas pour ma part, extraordinaire. C'est comme le jardin de Trenet, c'est pas un jardin extraordinaire, c'est un voyage extraordinaire
dans les vieilles rues de Paris avec toutes ces baraques à la ramasse. Les murs tous lézardés. Ouais, c'est ça, oui, c'est voilà. Les façades à touche-touche. Ah oui, complètement, ou alors qui sont complètement inclinées. Et vous savez, il y a des maisons qui datent du 14e, 15e siècle, et elles sont ventrues parce qu'il y a le fruit de la maison. Plus les maisons sont anciennes, plus il y a de fruits. Le fruit, si vous voulez, elles ont une base large et elles vont en diminuant au fil des étages, voilà. Et puis elles ont aussi des fois les murs qui s'éventrent plus ou moins. Voilà. Et tout ça, c'est vraiment traduit d'une manière, je dois dire, assez exceptionnelle. Ouais, je trouve que son trait est vraiment identifiable. Oui. Alors quand il fait des illustrations pour des bouquins ou pour les journaux, c'est un peu différent. Là, c'est un trait différent. Mais tout ce qui est effectivement maison, que ce soit du vieux Paris ou d'ailleurs, on reconnaît sa touche. Il y a un peu comme des zébrures en fait. Je sais pas si c'est ces ombres. Oui, il fait, si vous voulez, la matière la matière des murs, etc. C'est avec le burin. C'est une gouge parce que c'est une échoppe. Enfin, c'est en gravure sur bois. Il arrive à donner, si vous voulez, l'impression de matière, l'impression de salissure, l'impression, etc. Avec des traits parallèles, etc. Des grisés, on appelle ça comme ça. Qui sont, c'est assez, on sent qu'il a la main sûre, Pépère, hein. Il tremble pas, il a pas la main, il a, oui, une main de graveur, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis comme le rappelle ma camarade, il a illustré beaucoup d'ouvrages, dont Jules Vallès, on se dit, l'enfant, le bachelier, l'insurgé, en 3 volumes, voilà. 3 volumes, alors, 13 bois gravés pour l'enfant, vous voyez, 12 bois gravés pour le bachelier et 13 bois gravés pour l'insurgé. Alors l'insurgé, c'est avec des drapeaux noirs aux fenêtres, une barricade, un affût de canon, etc., etc. Vous voyez, voilà, il a travaillé donc pour ce magnifique, cette magnifique trilogie de Vallès sur une enfance, une jeunesse et une maturité où, si vous voulez, particulièrement quand il est bachelier, c'est terrible quand vous lisez le bachelier de voir dans quelles conditions Vallès a vécu, quoi. C'est semblable à probablement que de la Touche s'est retrouvé dans la misère crasse de Vallès, quoi, qui avait rien à bouffer, qui vivait dans des garnis immondes, dans le froid, avec la faim, etc., la flotte, l'humidité. Voilà, c'était les bacheliers, si vous voulez, maintenant on gueule parce qu'il n'y a pas assez de subventions, et c'est vrai, il n'y en aura jamais assez, mais les bacheliers les bacheliers du 19e siècle, ceux qui étaient de familles modestes, hein, qui arrivaient au baccalauréat, alors là, je dois dire que c'était quelque chose de terrible, de vraiment terrible. Ouais. Et quand on regarde un petit peu après son travail de peintre, je trouve qu'il y a une similitude, on reconnaît son trait de je crois qu'il a commencé par la peinture, hein, ouais. Mais on voit cette même touche en fait qui transparaît un peu dans ses peintures. Oui, tout à fait. Il a, si vous voulez, une plus importante production picturale que gravée. Voilà, parce que bon. C'est peut-être aussi, ça va peut-être plus vite à faire une peinture qu'une gravure, quoi, je suis pas persuadé dans son cas. Mais c'est vrai que ces peintures de paysage on peut reconnaître déjà il a une personnalité, il a un style particulier. C'est tout comme l'évoquait Piquécou dans sa bio, sont des couleurs assez, oui, on pourrait dire ternes. Il n'a pas, si vous voulez, comme un Utrillo ou comme des gens de cette époque, il n'a pas magnifié les choses. Utrillo, parce que Utrillo, même si sa peinture est, comment on pourrait dire, semble un peu naïve, mais elle est très gaie. Enfin, il y a des couleurs, il y a un style qui n'est pas mélancolique, qui est, oui, c'est assez gai. Chez De la Touche, pas du tout. Il a restitué, si vous voulez, l'atmosphère, l'ambiance, la pauvreté de ces bâtiments en utilisant des couleurs très rabattues, très voilà. Tout ça, c'est
des gris, des bleus, des gris bleus, des gris rouges, enfin bon. Ouais, des ocres. De Voilà. temps en temps, il y a une petite façade un peu rouge qui peut se distinguer. Oui, une boutique ou quelque chose comme ça, voilà, mais d'une manière assez, comment dirais-je, continue. Il restitue, je crois, l'ambiance, vraiment l'atmosphère du vieux Paris qu'il a peint, quoi. Voilà. Et il a jamais essayé, si vous voulez, de l'arranger d'une manière quelconque. Il a essayé d'être fidèle à ce qu'il voyait, pas tromper les gens, parce que c'est pas une nature à tromper le monde, à être, si vous voulez, le plus sincère possible dans son travail. Et ça, c'est remarquable. Et je crois qu'on avait vu une ou deux de ses peintures, c'était au musée Carnavalet, quand il y a eu une exposition sur la commune, ou sur les peintres de la commune, ou je sais pas, non? Sur des guinguettes aux barricades, là. Ouais, c'est ça, voilà. Et je pense on a vu des peintures de Latouche dans ce musée pour l'occasion de cette exposition. Voilà. Il a aussi, donc il a illustré des livres, des couvertures de livres. Il a illustré aussi des affiches, des cartes de vœux. Mais alors il y a ses vœux, voilà, mes vœux. Alors ses vœux, c'est fait en gravure sur bois aussi. Alors il y a mes vœux en 1944, 47, 48, 49, 50, 46, 45. Il a fait des ex-libris, mais ça, comme un peu tous les graveurs qui s'adonnent aux ex-libris, mais lui c'est en bois, vous voyez. Voilà. Puis il a donc illustré. Il y a une gravure de l'hôtel du Tertre. Et puis en 1968, il a fait, alors là c'est un peu tristounet, il a fait la rue des Paradis, le cahier des images de Paris. Et ici, je vais vous lire le petit texte qu'il y avait en dessous de ces gravures. Il y a une tour immense, là, je sais pas la tour Montparnasse, 66. Il écrit, ici coulait la Bièvre, une rivière, il y avait un pont, rue Croulebarbe, des roseaux et des fleurs. Les poètes y menaient leurs belles amies. Les hommes d'abord empoisonnèrent ce miroir d'Île-de-France. Ils abolirent ensuite les maisons légères où les peintres vivaient joyeusement. Premier plan, on les voit. Et puis les autres pour y mettre ça. Alors on voit cette tour. Ah bah oui, ça. Non mais justement, c'est pas la tour Montparnasse en fait, c'est simplement rue Croulebarbe. C'était là où il avait son atelier et c'est le gratte-ciel qu'ils ont voulu construire à la place de son atelier. Ah oui, c'est la tour Albert, voilà. Cette composition, ce texte autour de l'atelier disparu de Latouche, remplacé par la tour Albert, ont été publiés 1 mois avant sa mort. Confrontation ultime de deux mondes, celui de ses jours les plus heureux et celui de la folie des promoteurs immobiliers. Oh, la folie, c'est pas de la folie. Hein. Ils sont pour fous, les promoteurs immobiliers. C'est pour le profit des promoteurs immobiliers. Voilà, et c'est un témoignage ultime, voilà, de son amour pour le vieux Paris, pour les quartiers où il avait vécu heureux, remplacés par des buildings, par des constructions en béton. Ouais. Alors moi, je voudrais ajouter par rapport à ce bouquin, il y a effectivement plusieurs personnes donc qui racontent de Latouche. Donc on a parlé de Lucien Bourgeois, hein, qui était ouvrier, photograveur, magasinier, qui avait été formé par Poulaille et tout, qui avait une ascension assez impressionnante. Mais il y a aussi René Girard qui raconte de Latouche. Alors lui était journaliste en Algérie, au Canard enchaîné. Il a été auteur de romans. Il y a Georges Turpin, qui est lui critique d'art, écrivain, romancier, qui a écrit de nombreuses chansons. Il y a Jean-Daniel Maublanc, c'est lui qui en écrit c'est l'extrait qui est le plus long dans ce livre. En fait, Maublanc était un industriel qui travaillait dans la production de charbon, et c'est lui qui était mécène en fait de Latouche et qui a permis en fait à pas mal d'artistes de pouvoir vivre de leur art. Il était passionné, Maublanc était un passionné d'art, donc que ce soit en musique, en peinture ou en poésie, il a aidé des artistes, et il était également critique d'art et critique littéraire, quoi. Il y a également donc Henri Poulaille, hein, qui raconte de Latouche. Poulaille, c'est pareil, il est d'origine ouvrière, et il a passé sa vie à défendre la littérature ouvrière. Et il y a Traîneau, dont on parlait tout à l'heure, qui travaille au Canard enchaîné, quoi. Voilà.
Alors, si vous voulez, bon, on va pas vous faire une leçon de choses, vous demander ce que vous avez à retenir de tout ça, mais si ce qu'on est tenté, parce que dire des images, dire une œuvre, c'est pas en fastoche, hein, c'est mieux de pouvoir filmer, montrer, que vous puissiez voir vraiment les images. En tout cas, vous pouvez commencer, si on n'insiste pas trop quand même, quoi qu'on insiste, hein, mine de rien, vous pouvez voir les éditions Plein Champ, vous pouvez demander un catalogue d'ailleurs. Alors pour ceux qui ont un ordinateur, c'est www.pleinchant, PLEINCHANT.fr. Vous pouvez leur demander leur catalogue, etc., etc. Et ce bouquin sur Germain de la Touche dont on vous parle, qui est l'objet de cette émission, encore à cause de lui qu'on fait cette émission, ça c'est en sous-titre, il y a Germain de la Touche, bois gravé, dessins, peintures, témoignages et documents. Alors c'est Plein Champ 2016, une huitième de 208 pages, 300 illustrations, dont 40 en couleur, sous couverture à rabat en 2 couleurs, l'un des 100 exemplaires sur Olin Régular d'Antalis. Voilà, c'est 21 €. Et si vous voulez, simplement avec ce bouquin, vous pouvez, je crois, avoir une idée assez juste sur cet artiste qu'on vous présente ce matin. Je répète qu'il y a un artiste, vous le verrez si vous achetez le bouquin, qui est un artiste, un ouvrier, voilà, qui est resté toute sa vie un ouvrier, comme Germain dont parlait Bourgeois dont parlait Dominique. Voilà, ce sont des gens sincères. Dans le milieu de l'art, c'est assez peu courant. Ouais. Alors moi, justement, de même qu'en lisant Bourgeois, on a des côtés de la Touche. En regardant ce bouquin de la Touche, en fait, il y a une gravure sur la couverture qui est un portrait de la Touche. Ouais. Et ce portrait a été fait par Jean Lebedeff. Donc Jean Lebedeff est celui qui a initié de la Touche à la gravure sur bois. Et quand on regarde un peu la bio de Jean Lebedeff, je pense qu'il faut qu'on lui réserve aussi une émission parce que c'est un anarchiste russe qui a un parcours très très intéressant et qui a été aussi engagé toute sa vie. Il avait commencé comme il a fait de la navigation, il a protégé des révolutionnaires, il est arrivé à Paris. Il a même aidé aussi des Juifs pendant la guerre. Enfin, il a un parcours d'anard assez impressionnant. Donc, la gravure de Lebedeff est assez jolie. Enfin, elle est forte. Enfin, il y a des contrastes. On voit il y a de la Touche avec sa clope au bec, sa chemise à carreaux. Et puis, je vous dis, il y a des bouquins quand même. Pierre Vella, Parole pour un jazz, 35 linogravures de l'auteur. Victor Serge pour un brasier dans un désert, poésie complète. Voilà, et Gaston Chessac, lettre du Morvandio en blouse bocquine à Pierre et Michel Bouju, voilà, édition établie par Dominique Bonnet, Marcel Delpastre, des ballades, Jean Do Mélo, Gloria de la mort, sculpture, dessin, aquarelle de Marc Petit. Ah, Marc Petit, je l'aime pas. Georges Auriol, 42 contes, mais les typographies, vous voyez, il y a toute une... Ouais. Tout un catalogue. Et moi j'ai repéré, c'est pareil, il faudra que je continue à fouiller ça, c'est Zodaxa. Et en regardant, il y a un bouquin qui est un petit pamphlet anti-élection qui m'a bien plu. On ne peut pas le voir sur le bouquin, je l'ai trouvé sur Internet. Ouais. Donc ça c'est pareil, c'est des petites choses à fouiller pour la suite. Oui, parce que Zodaxa de Mazas à Jérusalem, Mazas c'est une prison. Ouais. Ou le Grand Trimard. Ouais, ça va pas être mal. Et puis il y a les bouquins de Bourgeois aussi. Le poète en guenille, les rôdeurs et les filles, des chansons d'Aristide Bruant, les héros populaires, des refrains d'avant-guerre sont bien loin de nous maintenant. Tout cela disparaît dans la nuit et l'on se demande aujourd'hui que sont devenues les fortifications et les petits bistrots des barrières. C'était le décor de toutes les chansons, des jolies chansons de naguère. Où sont donc Julot, Lily, Casque d'Or et Petit Louis le Costaud, si célèbres alors que
que sont devenues les fortifications et tous les héros des chansons. Des maisons de 6 étages, ascenseurs et chauffage, ont recouvert les anciens talus. Le petit Louis réaliste est devenu goragiste et Bruant a maintenant sa rue. Julot sera de l'Institut bientôt et Nini possède un château. Il n'y a plus de fortifications ni de petits bistrots de barrières. Adieu décor de toutes les chansons, des jolies chansons de naguère. Mais d'autres reviendront, héros différents, puis disparaîtront, à chacun son temps. Il n'y a plus de fortifications, mais il y aura toujours des chansons. À chacun son temps, il n'y a plus de fortification, mais il y aura toujours des chansons. Voilà, c'était la chanson des Fortifs interprétée par Fréhel. Vous êtes toujours sur Radio Sous-Pente. Oh, joie. L'émission se poursuit donc avec les expos. Toujours Julie Manet à Marmottan jusqu'au 20 mars, c'est bientôt. Le motif au musée de la Fondation Custodia, une magnifique exposition de petites peintures, ça appelle ça des esquisses à l'huile, voilà. Alice Amoroso, fragments et variations, c'est fini. C'était à l'épicerie solidaire, la rue Soufflot. Bon, fini. Le trait à la Fondation Taylor jusqu'au 26 mars, où ma camarade est allée se faire chauffer la tête. Ouais, alors ça, je peux en parler un petit peu plus. Le trait donc à la Fondation Taylor. La Fondation Taylor est un lieu qui accueille justement des graveurs, là, donc qui accueille cette association. Donc la Fondation Taylor accueille donc cette association qui s'appelle Le Trait, qui est une association d'artistes graveurs qui est fondée en 1935. Nous, on a eu l'information nous est parvenue par Christine Gendre-Bergère, dont on a rencontré le travail à plusieurs reprises, notamment chez Christine Meller et Raoul, là, rue des Cascades. Et là, elle fait un travail autour des invisibles. Des invisibles, ce sont les gens, les ASF qui sont à la rue. Et elle les représente sur des boîtes en carton. Donc, c'est le carton qui sert de support de gravure, avec un petit livret et les paroles de la chanson de Bobby Lapointe, le lundi je m'en dis, le mardi je m'en dis, etc. Et donc elle a fait une petite disposition où ces boîtes sont sur 7 piliers en fait, où on peut ouvrir l'intérieur pour voir à chaque fois soit un homme avec son chien, soit un enfant, soit une femme. Enfin, voilà. Donc c'est un super beau boulot. Et cette année, c'est un hommage à Maurice Maillard. Maurice Maillard qui était l'ancien président de l'association, qui est décédé en février 2020, et lui qui fait un travail qui a beaucoup d'eau forte et qui représente des paysages qui sont incroyablement travaillés, des paysages de bord de mer. Là, j'ai une estampe devant moi, c'est une reproduction, c'est absolument fou. On voit chaque relief de la plage. Enfin, c'est un travail assez dingo, quoi. Et donc, dans cette Fondation Taylor, là, il y a plusieurs, ils sont, je sais pas, au moins une vingtaine de graveurs à être invités. Ils ont travaillé autour du tu. Donc ils interpellent le public et chacun y a mis sa patte, quoi. Donc moi c'était gratuit. Je sais pas si c'est gratuit tout le temps. C'est le premier jour d'exposition et il distribue un petit livret qui montre une reproduction de chacun des graveurs invités, quoi.
Dans les expositions aussi, c'est notre copine Corinne qui nous a parlé d'une exposition. Elle est allée à Lille voir Fredo. Et c'est au Colisée à Lambersart. Il y a une exposition qui s'appelle autour de tapisseries, de peintures, de gravures, troubles picturales. Et Corinne était complètement en admiration devant le travail d'un brodeur qui est exposé là-bas et dans un lieu qui est aussi qui est magnifique, quoi. On ne connaît pas ce lieu. On ne connaît pas ce lieu, effectivement. Le Colisée, oui, ça s'appelle La Pommeraye, la Fondation Paul Duhem. Donc voilà, il propose des peintures, des dessins, des gravures, des mosaïques. Et je pense qu'il doit y avoir un accès en transport en commun, parce que je crois que quand ils se retrouvent tous à Lille, ils sont pas motorisés. Donc voilà, c'est peut-être à découvrir, effectivement. C'est jusqu'au mois d'avril. Et il y a toujours l'exposition Boilly, donc je pense qu'on va aller visiter probablement demain. Boilly, qui est un chroniqueur de la vie parisienne au XVIIIe siècle. C'est une exposition au musée Cognac-Jay. Et je pense que oui, ça doit être assez croquignolesque, ces peintures. Et apparemment, il aime bien aussi jouer, il se représente, il fait un peu comme Hitchcock dans ses films, il se glisse dans ses peintures, dans ses tableaux. Voilà. Et puis il fait des petits montages, ils appellent ça des trompe-l'œil, donc on va voir ce que ça donne pour de vrai, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres expositions dont on n'a pas parlé dans ta liste? Non, t'as tout. Non. Il y a une nouvelle exposition aussi au Petit Palais sur un naturaliste finlandais. Ça vient de démarrer. Moi, ça me faisait envie parce que parce qu'on voit les bords de mer, on voit les enfants qui jouent. Ça me fait penser à ce qu'on a rencontré plusieurs fois, par exemple à Étaples. Et justement, ce naturaliste a travaillé avec Bastien Lepage. Ouais, bon, on ira. On ira, je pense. En plus, on aime bien le Petit Palais. Oui, on aime bien parce qu'on peut chourer des trucs et tout. Voilà, le culturel. Eh ben moi, j'ai un film que j'ai eu, un doc sur LCP. C'est la télévision LCP, hein, c'est la chaîne parlementaire du Sénat. Sur le judéocide, et c'est un doc récent qui retrace depuis le Veldiv à Paris et un peu avant tout ce qui s'est passé en toutes les étapes, si vous voulez, depuis la France, pas que la France, hein, mais depuis la France, depuis le Veldiv en passant par ce camp de regroupement à Drancy, qui existe toujours d'ailleurs. J'étais étonné, les bâtiments existent toujours, ils sont à la location. Voilà. Pour les gens qui sont vraiment dans le trou, c'est très gai, hein, pour des gens qui doivent refaire surface. Bon, c'est un peu bon, c'est la France, hein. Voilà, donc j'ai été assez... ma camarade me regarde un peu de travers quand je lui parle de ça, parce qu'elle est gavée complètement, mais bon. Mais moi, à chaque fois, je suis sidéré, et cette sidération, je trouve que elle doit rester en permanence, parce que, si vous voulez, une telle horreur... et quand même, on peut en tirer quand même des leçons, et il faut que ces leçons, elles se perdent pas dans je sais pas quoi, de trous de mémoire, voilà, entretenu. Non, c'est un très très bon documentaire, suivi d'un débat avec un jeune historien juif. Voilà, je suis pas tout à fait d'accord avec sa définition de ce... Il appelle ça, lui, la Shoah, pas l'Holocauste, parce que ça rappelle. Dans l'Antiquité, les holocaustes, c'était des sacrifices à la gloire des dieux. La Shoah, je déteste ce terme, et je reprendrai le terme plutôt de judéocide que j'avais trouvé sur le site de l'UJFP. C'était quelqu'un, je sais pas si c'est Pierre Stamboul, qui avait émis cette idée de judéocide, et je trouve que c'est très juste. Voilà. Enfin, c'est à voir pour ceux qui ont le cœur solide et un moral en béton, parce que c'est quand même d'entretenir cette mémoire, je crois que c'est quelque chose de vital, d'indispensable, on ne peut pas y échapper. Voilà.
Ouais. Alors moi, je suis allée au cinéma avec ma petite copine Claudine et j'ai vu le film Ali et Ava. C'est un film anglais, c'est du film anglais à la Ken Loach, un film social avec deux acteurs qui crèvent l'écran et surtout cette femme qui, voilà, ça se passe dans les quartiers nord de l'Angleterre, dans les villes du nord pauvres et donc avec forcément une certaine misère. Cette femme. Oui, cette femme qui doit avoir une certaine... Non, c'est le nord de l'Angleterre, pardon. Et cette femme qui, justement, qui est déjà grand-mère, elle a quoi, 45-50 ans, donc qui a déjà 5 petits-enfants, qui a eu des enfants. On apprend que son mari était mort et c'est une rencontre improbable avec un papa qui apporte, d'un papa d'origine étrangère, pakistanais, qui apporte sa petite fille à l'école. Elle travaille dans cette école et donc ils vont vivre une histoire, une rencontre à eux deux. Et c'est assez magique, sachant qu'il y a ces deux personnages principaux et je dirais que le troisième personnage principal de ce film, c'est la musique. Il y a une musique, ils écoutent chacun des musiques différentes, ils vont se retrouver dans la musique et cette musique, elle est là pendant tout le film. C'est une très très bonne bande son et donc voilà, c'est un film, oui, effectivement, comme on les aime dans le cinéma anglais, quoi. Oui, le nord de l'Angleterre, c'est le nord industriel, complètement sinistre. Oui, là c'est ça, on est vraiment dans des quartiers pauvres. Même elle habite dans des lieux où même la police ne veut pas aller, où les gamins caillassent les voitures, enfin c'est... Oh bah tiens, on a ça aussi chez nous. C'est vraiment dur. Alors sinon, dans le culturel, c'est pareil, j'ai regardé en replay, c'est la grande librairie de mercredi dernier, du 9 mars, un grand moment d'émotion avec Mona Ozouf et Michel Perrault, toutes deux historiennes qui ont travaillé, qui ont une grande œuvre, qui ont 91 et 93 ans respectivement. C'est impressionnant de subtilité de les entendre parler de la vie, parler des femmes, parler de leur travail, parler de leur amitié qui dure depuis plus de 70 ans. Elles se sont rencontrées, elles étaient tous les deux professeurs à Caen. Et il y a quelque chose qui touche vraiment le cœur de voir ces femmes en plus qui à aucun moment ne cherchent leurs mots, des troubles du langage, sont fluides, sont restées pertinentes, intelligentes. Enfin, c'était un grand moment d'écoute littéraire. Et vous disiez qu'elles n'avaient pas de 100 ans. Elles ont 91 et 93 ans. C'est complètement bluffant. C'est complètement bluffant de voir ça. Voilà, on regarde ça et on décolle pas et on est là aussi. Il y a une forme de sidération devant autant d'intelligence et d'expression. Enfin, voilà. Donc c'est à revoir en replay. Quand on a une télévision, on peut le voir en replay. Quand on n'a qu'un ordinateur comme moi, on peut se connecter sur France TV et revoir cette émission. J'ai aussi acheté un petit livre qui s'appelle Je suis Razan. C'est Razan est cette jeune infirmière palestinienne qui a été tuée lors des marches du retour en juin 2018. Elle était complètement identifiée comme infirmière avec sa blouse blanche, sa croix. Elle avait un sac de pansement à la main et elle a été ciblée volontairement par les snipers israéliens parce que, vu la perfection et la précision des armes israéliennes, elle n'a pas été touchée par hasard, en plus dans la cage thoracique, dans le dos. Et puis en plus avec des balles qui font tout éclater à l'intérieur du corps. Donc voilà, cette jeune femme est décédée, et on avait vu un film sur son histoire où ses parents étaient même venus en France à la salle Gendarme. Et donc là, Chantal Montelier... On les a vus, on les a vus, ouais. Et donc Chantal Montelier, qu'on avait reçue chez Arakaï, qui fait des BD, qui est un peu aigrie par rapport à la vie parce qu'elle a fait du dessin politique très tôt, elle a donc été marginalisée. Enfin, là en tout cas, elle a fait un super boulot de rassembler des textes de plein d'auteurs différents qui parlent de Razan, qui parlent de la Palestine, qui parlent de Gaza, de ces marches du retour. Et donc elle a fait des dessins un peu à partir de photos, et c'est un petit ouvrage qui a un petit format, qui doit faire du 15-15 ou 16-16, enfin vraiment c'est un petit format, mais voilà, c'est important que ce livre existe et qu'il puisse après être diffusé. Il faudra que tu me donnes les coordonnées. Ouais, je te le montrerai, je te l'apporterai pour que tu le vois. Donc, tu l'as ? Oui, je l'ai acheté. Donc voilà, c'est important que ça puisse exister aussi. Donc il y avait à Montreuil c'était pas ce dimanche-là, c'était la semaine dernière, un après-midi à la Maison Verte où il y avait Chantal Montelier, Dominique Vidal qui présentait, et Abir, cette traductrice franco-palestinienne qu'on rencontre souvent, qui venait parler de Razan. Et il y a même eu sa maman en Zoom depuis Gaza qui est intervenue et qui disait à quel point c'était important pour elle qu'on continue de parler de sa fille, et elle disait qu'elle avait continué le travail de sa fille. Enfin, c'était vraiment vraiment touchant, quoi. Alors imaginez, s'il vous plaît, quelques secondes, un sniper russe
en Ukraine qui tue une infirmière ukrainienne qui est en plein travail de secours aux blessés. Imaginez le ramdam que ça ferait. Mondialement, hein, toutes les télés du monde, tous les présidents de toutes les démocraties du monde montrent là, personne. Voilà, il y a que... Une jeune fille magnifique, très jeune, enfin... 21 ans, elle avait. Ouais, 21 ans, oui, bah c'est très jeune. Ah oui, bien sûr, oui, c'est très jeune. Moi. Oui, oui. Non, c'est très très jeune. Voilà. Fragile aussi en même temps, c'était pas qui est une athlète, hein, voilà, et qui est massacrée comme ça, mais de sang-froid, par des tueurs israéliens appointés par l'armée israélienne, voilà. D'ailleurs, effectivement, il faut dire qu'elle est morte, mais qu'elle a été assassinée. C'est le terme qui convient, c'est un assassinat. Assassinée, bien sûr. Prémédité, même c'est un assassinat prémédité. Oui, parce qu'elle y allait régulièrement, c'est quand il y a eu toutes les marches du retour en 2018. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour de ce qui nous a... Et là, on a un doc à regarder, alors je ne sais pas si on le regardera tout de suite, c'est ma copine Claudine, toujours, je crois que c'est sur France 3, ça s'appelle Le siècle des couturières, donc c'est un documentaire sur toutes ces femmes qui ont travaillé dans les filatures, je pense dans le nord de la France. Bon, vous êtes toujours sur Radio Sous-Pente, la station de Rapin 100 x 100 lois et 100 corbettes, qui émet depuis un garni Péry et diffuse sur internet à racaille.fr. Et je salue nos amanches. Attention à ne pas sauter de ligne. Claude et André de la Nation, Karine, dite Karine Ouzette de Montigny, les Boudins. Pardon Karine, pas Montigny, hein. J'adore ce petit bled charmant que j'ai vu de nuit, mais enfin bon. Claude et William, nos potes de Brest, qui s'inquiétaient parce que ils nous avaient pas entendu mardi dernier, mais je leur ai répondu, et ma camarade... moi, j'ai pas eu le mail. En fait, il faut m'écrire aussi, parce que j'ai pas eu le... Non, lui, écrivez pas, il écrivait toujours à moi. Comme mais ça va, il y a eu un peu de friture sur les ligues, mais ça va, on a dégraissé, c'est bon. Vous savez ce que c'est que les anards, hein. Bon, on n'est plus à Radio Libertaire, bon, on a gardé les mauvaises habitudes. Jean-Paul Souvraz, un peintre, un grand peintre de Coudekerque-Branche dans la banlieue de Dunkerque. Claudine, une copine à ma camarade de Thionbach. Thierine, une copine à tous les deux, une tapissière émérite. Non, elle fait un travail magnifique. Joël, notre arlésienne du Caire. Anne-Emmanuel, une graphiste, une belle graphiste, et Frédéric, qui peint des petits formats craquants. Juliette Planck, une graveuse émérite et en relégation à Rochefort-sur-Mer. Qui devient animatrice radio de Radio Bigaille, qui donc rediffuse un mercredi sur deux nos émissions, mais qui en fait, elle, un mercredi sur deux. Et ça, c'est à découvrir. On a mis le lien sur notre site à Racaille. Donc écoutez Juliette sur Radio Bigaille. Ah bah, il faudra qu'il me donne avec une première émission sur les petites allées. Elle est allée visiter un imprimeur et elle est avec cet imprimeur et ils discutent comme ça sur le travail. Elle décrit l'imprimerie, la presse. Enfin ouais, c'est intéressant. J'aimerais bien l'écouter, la Juju. Bon, Marie-Christine Billet, une graveuse vagabonde, si on peut dire ça comme ça, qui était dans les Cévennes et maintenant, qui était dans le Gard et qui maintenant est dans les Cévennes. On aime beaucoup, c'est la reine du trait. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, le Van Gogh de la taille d'épargne. Tiens, qui fait une expo à Montreuil, là, dans un bistrot encore. Là. Il avait mis sur le... D'accord. Voilà. Agnès Dubart, une graveuse aussi, en taille d'épargne, qui est en relégation, elle, en Bretagne Sud, après avoir été en relégation dans l'Ariège, et puis après avoir vécu à Lille. Je crois que c'est sa patrie natale. Thierry Morciot, un graveur bruxellois, qu'on adore, qu'on a découvert à Saint-Maur, à l'occasion d'une biennale de la gravure. Alice Amoroso, une très très jeune graveuse en taille d'épargne aussi, qui est aux Arts Déco, et qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps encore, qui fait un travail magnifique, ainsi que Raoul, un pote, Raoul, comment il s'appelle? Viloulas. Viloulas, oui, parce que je me disais cette nuit dans un de mes cauchemars qu'il faut donner le nom, parce que Raoul, il y en a des Raoul, mais un Viloulas, il n'y en a qu'un. Colette, Jacqueline et Nicole, trois femmes d'artistes, dont une particulièrement, Colette,
se démène d'une manière invraisemblable pour faire vivre l'œuvre de son mari défunt Odon. Liliane et Laurence, deux écrivaines de polar, malheureusement, Liliane a décroché en laissant Laurence toute seule. Ouais, la pauvre Lolo, on pense bien fort à elle, on l'embrasse de tout notre cœur. Ouais. Laurence qui a perdu récemment son compagnon Bernard, qui était un bouquiniste de réputation, j'allais dire mondiale, mais quasiment, parce qu'il y a des bouquinistes qui à Paris. Un autodidacte incroyable. Ouais. Geneviève, notre sorcière bien aimée, mais comme elle n'a pas d'ordinateur, elle peut pas nous écouter avec son poste de radio. Voilà. Michel Pellois, là, un peintre, un ancien voisin, qui est plus voisin, mais qui est toujours peintre, un bon peintre, un très bon peintre, un très grand peintre. Marie-Christine et Christophe, deux militants chez Militants Tchémélec. Cécile, tu la sens, ma cinquième puissance, oui, ma Cécile, on la sent toujours et on t'aime. La Rose flamboyante qui anime deux émissions passionnantes sur une radio ODNI. C'est encore ces émissions le mercredi, je crois. Voilà. José Arthur, le mélange sur cette radio ODNI aussi, tous les dimanches en fin d'après-midi. Une émission musicale de haute tenue. Anne-Isabelle Roubaille, une libraire. Non, qu'est-ce que je raconte? Une peintre de Bourg-en-Marlotte, mais qu'on a découvert dans la librairie de Florence Quenu, l'empreinte, toujours à Bourg-en-Marlotte, le Florence Quenu qui fait qui prête ses cimaises aux artistes locaux. Voilà. Florence Quenu qui était à la fondation du Buffet avant. Alors c'est pas n'importe qui. Colette, Alain, deux mécènes, de chez Mécènes, mécénants qui sont des mécènes adorables. Pour l'artiste à Mécène, c'est toujours adorable. Dominique Paul Alardouin, une galériste hélas aujourd'hui disparue, qu'on adorait et on chérit sa mémoire. Sa maman aussi l'a glissée, c'est Thérèse Franco. Thérèse Franco qui animait l'Œil de Bœuf à Paris, une galerie où elle a fait découvrir au peuple ébahi une multitude de peintres, voilà, du temps où elle était une jeune galériste. Marie-Pierre aussi, une mécène, une joyeuse mécène. Marie Degnaud, une galériste vagabonde qu'on adore, on adore aussi les artistes qu'elle expose. Il y a toujours des expos chez elle qui déménagent, quoi. Antoine Manoury des Champignons, un groupe musical ami de ma camarade des Kiamba. Ouais, qui vient d'envoyer justement des nouveaux morceaux, donc je vais te les faire écouter. Ouais. Et la galerie Carambedou de Bourg-en-Marlotte, dont on doit toujours interviewer la galerie. Ça va venir. Ça va venir peut-être, on ne sait pas. Et Anna, une peintre polonaise, amie de ma camarade Pikieku, qui fait un travail remarquable. Voilà. On aime beaucoup. L'émission est à l'écoute sur notre blog arracaille.fr et on se finit avec Faut vivre de Mélis. Salut à tous. Salut les copines, salut les copains. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans. Faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous crise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Pardi et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré
qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort s'il peut parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.